Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Marhaba. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. On va parler presse et on va parler fonctionnement de la présidence ce soir de la République. Donc nous allons revenir avec nos invités sur la gestion de l'information. Alors je vais demander à mes collègues, que je vais saluer s'il vous plaît, de me couper le retour de l'oreillette. Fuite d'informations au profit de qui et dans quel objectif? Confusion, incohérence, gestion de l'information, liberté d'informer, des fuites de contenu d'informations liées notamment aux plus hautes instances de l'État. Donc c'est la présidence et parfois liées aux questions sécuritaires. Pas plus tard que mardi 20 juin, on en a longuement parlé dans le cadre de nos éditions en soirée. Que dis-je, en pleine nuit, c'est Abdelmadjid Tebboune, président donc algérien, qui a limogé le ministre de la Communication, peu après notamment la diffusion d'un média privé qui informait donc l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, ou encore il y a quelques heures plusieurs presses ou encore des militants, des presses comme El-Quds, El-Arabi, où certains militants donc annonçaient la visite d'Abdelmadjid Tebboune chez son homologue chinois dans les prochains jours. Alors je vais vraiment saluer les équipes et leur demander s'il vous plaît de me couper l'oreillette. Voilà, je vous le disais, donc cette annonce éventuelle donc de la visite du président algérien chez son homologue chinois, et même encore aujourd'hui les presses El Bilad ou En Nahar TV qui ont annoncé en exclusivité le déplacement notamment d'Abdelmadjid Tebboune au Centre international de conférence, première édition de la médaille d'honneur de l'exportation. Donc rebelote, il y a à peine 48 heures, la présidence donc un nouveau communiqué pour encadrer, rappeler à l'ordre, on va en parler. Ce soir, c'était dimanche, il y a à peine 48 heures. Voilà, on est en direct, je vais enlever l'oreillette, ça sera plus simple. Nouveau communiqué que vous allez avoir, donc normalement s'afficher en slide. La direction générale de la communication à la présidence de la République a rappelé les règles de publication d'informations relatives à l'activité présidentielle en revenant et en rappelant la teneur de son précédent, c'est pas le premier, communiquant affirmant que les informations officielles émanent exclusivement des communiqués distribués par la présidence de la République via sa direction générale de la communication. Après avoir constaté, je continue donc à vous lire, vous l'avez à l'écran, le communiqué, après avoir constaté un relâchement dans sa mise en œuvre à travers la publication et la diffusion d'informations prétendument liées à des activités officielles, la direction donc générale de la communication appelle une nouvelle fois au plus strict respect des lois et de la République donc et de la déontologie de la profession, et prévient que tout recours, donc c'est pour ça que je vous parlais d'un rappel à l'ordre, prévient que tout recours à d'autres sources s'agissant de l'activité présidentielle relève de la propagande et de l'intox, ce qui engage la responsabilité de l'auteur, qui en répondra donc plusieurs questions avec nos invités. D'abord, d'où viennent ces fuites, qui transmet ces informations et surtout dans quel but? Interférer dans les fonctions donc le fonctionnement de la présidence, créer la zizanie, créer un dysfonctionnement, déstabiliser ou encore discréditer Abdelmadjid Tebboune. Peut-on parler de sabotage? C'est un mot qui a été employé, on l'écoutera tout à l'heure, par le président algérien, ou encore de guerre des clans. Pourquoi faire un nouveau communiqué pour rappeler donc à l'ordre les médias? Sur cette première vidéo, nous allons écouter donc nos confrères de l'ENTV qui reviennent sur le communiqué donc de la présidence qui rappelle donc à l'ordre. On se retrouve juste derrière avec nos invités. إنما يعرفه بلدنا اليوم تحت قياداتكم الرشيدة من إنجازات مشهودة ونهضة محمودة، ليس إلا امتداد لتلك الفترات الذهبية من تاريخنا المجيد، وملحمة أخرى أعادت لأمتنا الأمل والطموح في التطور والازدهار والرقي. وقد نجحت بلادنا بفضلكم ثم بفضل المخلصين من أبناء الجمهورية في بعث المشروع النهضوي الوطني الهدف لجعل الجزائر صاعدة وفاعلة ومقتدرة ويتعزز لها استقلالها الوطني اقتصاديا وتكنولوجيا ومعرفيا.
Oui. On fera réagir nos invités tout à l'heure. On entendait ici donc le chef d'état-major Saïd Chengriha qui encense tout simplement le président algérien. Un pays qui se développe, un pays qui avance. Depuis votre arrivée, Monsieur le Président, le pays est en bonne voie. Beaucoup de réalisations. On y reviendra tout à l'heure avec nos invités. Alors, je vais demander une nouvelle fois, je ne sais pas si on peut faire un peu de magie et me couper mon retour, s'il vous plaît. Sinon, on va essayer de faire avec. Algérie, 2 points, fuite d'informations sécuritaires. Qui est derrière, point d'interrogation. Avec nous, Youssef Amar Khoja, bonsoir, militant politique. Merci d'être présent. Alors moi, je n'ai pas de retour. Peut-être qu'on vous entend. Youssef Amar Khoja, bonsoir. On a des petits soucis techniques, mais on va y arriver ce soir. Bonsoir Chavan, bonsoir à toute l'équipe Al-Mara Libya, à nos compatriotes au pays et bien sûr à tes invités aussi. À vos invités. Merci. Est avec nous aussi journaliste, membre de Riposte Internationale, militant. Donc Boukhalifa Ben Mahamar, bonsoir. Bonsoir Chavan, bonsoir à vos invités, bonsoir à vos téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous accueillir chez eux chaque fois que vous nous invitez. Merci. Alors, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, ça va. C'est le principal. Moi, j'ai un petit souci de retour, mais voilà, tant que vous m'entendez, c'est le principal. D'ailleurs, on va commencer par cette première réaction. Youssef Amar Khoja, vous avez entendu ici Saïd Chengriha qui est encensé, qui intervient et qui fait de la politique encore une fois, qui interfère, qui intervient vraiment sur le travail du président algérien pour une revue Al-Jij d'ailleurs qui dit souvent qu'elle ne fait pas de la politique. Là, c'est vraiment concret, c'est vraiment, on fait les éloges et on dit au président, mais c'est bien, depuis que vous êtes là, le pays avance. Une réaction ? Rappelons-nous que le 25 août de l'année dernière, quand il y a eu une grande visite attendue par le régime algérien de M. Macron, il y a eu bien sûr une réunion à Zeralda où il y avait lui-même qui avait déclaré que l'Algérie et que M. Tebboune est sous l'emprise d'un régime politico-militaire. Et qu'est-ce qu'on lui présentait à ce moment-là? Une panoplie de chefs et de gradés militaires autour de lui. Donc c'est d'aller vers la provocation et vers la provocation des Algériennes et Algériens et d'insister dans la faute. Donc c'est vraiment pathétique de voir déjà des discours qui datent du siècle dernier, parlant de la technologie, des avancées sur l'unique, sur la chaîne de propagande, l'unique chaîne de propagande qui veut d'ailleurs, nous allons discuter de ça, qui souhaite fermer tout autre avis différent sur la situation du pays. Une nouvelle fois que les téléspectateurs, malheureusement, j'ai pas de retour total de ce que me disent les invités, mais bon, voilà, on va essayer tout de même de vous écouter au mieux, mais je crois que vous, on vous entend très très bien, et le plus important, ce sont les invités. Ce n'est pas spécialement nous. Boukhalifa Ben Mahamar, une réaction publiquement, il y a à peine quelques heures, où le chef d'état-major, voilà, limite, il est en campagne électorale pour Abdelmadjid Tebboune. Comment vous dire, le propre des sociétés qui sont tiraillées entre une volonté d'émancipation de la part des citoyens et le refus structurel du régime, non pas de répondre à ces demandes-là, mais qui est incapable de se réformer de l'intérieur puisqu'il n'a qu'un seul modèle. Donc, si vous voyez la complexité de la tâche qui nous attend à la fois et qui attend les possibles réformateurs de l'intérieur, du moins ceux qui y croient, donc les dés sont pipés. La nature du pouvoir n'est plus à démontrer aujourd'hui. Les ressorts sur lesquels il s'appuie ne sont un secret de polichinelle.
Donc, vous savez, une de plus ou une de moins, moi je vous dirais que nos concitoyens ne sont plus dupes de quoi que ce soit. Mais ça démontre aussi cette perpétuelle fuite en avant, ce qui fait de nous un peu la risée de la région, malheureusement. Donc un si beau pays comme celui-là qui mérite quand même beaucoup mieux que ça et réfréné, empêché d'avancer par une logique d'un système qui se fonde aussi sur cette antinomie de l'émancipation, de la liberté, qui s'inscrit en porte-à-faux contre tout ce qui est progrès réel. De par le passé, certains empires se sont construits, bien sûr, avec la force du glaive et du soldat. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire la même chose en Algérie. L'avenir de l'Algérie, ce n'est pas la militarisation de la société. Merci Bourhalfa Ben Mammar. Restez avec nous. On va écouter ici nos confrères de la chaîne de télévision publique algérienne qui annonçait ce communiqué. تذكر المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بمضمون البيان الذي أصدرته سابقا بخصوص حصرية المعلومات الرسمية على البيانات التي توزع من رئاسة الجمهورية عبر المديرية العامة للاتصال بعدما لاحظت تراخيا في تنفيذه من خلال نشر وتداول أخبار تزعم أنها تتعلق بنشاطات رسمية. فإن المديرية العامة للاتصال تدعو مجددا إلى الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية وأخلاقيات المهنة، وأن أي اعتماد لمصادر أخرى فيما يتعلق بالنشاط الرئاسي يصنف دعاية وأخبارا مغلوطة يتحمل صاحبها ما يترتب عنها من مسؤولية. Youssef Amal-Hodja, on va essayer de comprendre dans quelques instants pourquoi, encore une fois, il y a ces fuites, pourquoi la présidence n'arrive pas à maîtriser quelque part, puisqu'elle est constamment en train de refaire des communiqués. Mais est-ce que quelque part, ici, c'est peut-être pas le mot répression, mais est-ce que toute presse et tout média n'est pas libre effectivement d'informer comme il le souhaite, avec les sources dont il souhaite? Est-ce que c'est pas une manière là effectivement aussi de maîtriser, d'inviter tous les médias à se diriger vers la direction de la communication? Donc, je crois que beaucoup de nos concitoyens savent qu'il y a bien sûr une lutte de clan sur fond du nouveau mandat qui est planifié pour 2024. Donc les deux clans de l'armée des services algériens se déchirent sur ce point-là. Et bien entendu, ce que j'analyse, c'est que voyant que l'APS n'est plus dans le cercle de contrôle de la présidence de la République, donc qui est utilisé par un autre clan. Pour ça, si vous voulez, pour un peu plus d'analyse, c'est qu'on a vu l'avortement de la visite tant attendue et tant espérée par le régime, donc présenté dans le tandem Chengriha-Tebboune, pour valider sa candidature malheureusement à Paris. Donc cette venue a été avortée par des informations qui ont été bien ciblées, donc bien préparées, notamment par l'APS. Le fait que l'APS avait sorti des articles pour attaquer juste avant la visite qui était prévue, je crois, en avril. Donc juste avant la visite, on avait envoyé on avait tous lu le communiqué de l'APS qui attaquait frontalement la DGSE française. Voilà, donc c'est tout simplement encore malheureusement une lutte de clans au sommet du régime, dont les enjeux sont qui va avoir le soutien des grandes puissances étrangères, notamment la France, la Russie et les États-Unis, et la Turquie d'ailleurs. Sur cette APS, justement, dernièrement, il était question que
l'APS soit mise, enfin ce sont des interrogations bien sûr tout ça, mais est-ce que selon vous cette APS elle se situe où? Parce que parfois dernièrement on en a longuement parlé dans le cadre de nos émissions où elle entre limite en campagne aussi pour Abdelmadjid Tebboune, où elle encense, elle fait des communiqués qui ressemblent plus à des tracts politiques. Cette APS justement elle se positionne aujourd'hui, elle se positionne où? À mon avis, quand on analyse les publications de l'APS, ce sont souvent des techniques de sandwich, c'est-à-dire des attaques sur le tandem Chengliha-Tebboune. Donc, moi, j'en déduis que l'APS est dans l'adversité face à la présidence et qui travaille au dessein d'un autre clan et qui ne souhaite pas revoir un nouveau mandat de M. Tebboune et qui ont bien sûr d'autres objectifs, c'est de placer leurs propres poulains, leurs propres élus. Oui, Youssef Amal Khodja. Merci. On essaye de faire des petits réglages en live aussi. On a des petits soucis techniques ce soir. Pardonnez-nous. Avec nous, Boukhalifa Ben Mammar, même question d'abord, on va évoquer bien évidemment ces fuites, puisque qui dit fuite, c'est-à-dire qu'il y a une présidence qui n'arrive pas à maîtriser ces informations, ça sort tout de même et c'est diffusé, on se rappelle de cette chaîne privée, je le disais, le 20 juin dernier, qui a annoncé notamment l'expulsion de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, mais avant ça, on a quand même ici une direction de la communication de la présidence qui rappelle à l'ordre et qui dit que tout doit passer par nos informations, ne diffusez rien sans que nous ayons donné l'aval, alors qu'une presse en temps normal, elle choisit ses sources, enfin elle est libre, après elle peut se tromper, certes, mais c'est sa responsabilité. Je pense que la grille de lecture ne doit pas être tronquée. L'affaire de la communication et de l'ensemble des communications, c'est l'affaire des services, ça a toujours été comme ça, et ce n'est pas demain la veille que ça va changer. Donc il y a quand même consubstantiellement une entente cordiale entre les différents clans pour gérer un peu cette communication. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a les nouvelles technologies, donc il y a les réseaux sociaux, il y a tout cela. On ne peut plus gérer l'APS comme autrefois l'Union soviétique gérait la Pravda et son agence. Voilà. Donc, mais la fonction de la télé officielle, de l'APS, donc reste l'organe central d'abord du régime, d'une part, et d'autre part, donc ce qu'on appelle communément la présidence. Donc il ne faut pas quand même, il ne faut quand même pas prêter à cette présidence ce qu'elle n'a pas. Elle n'a pas les coups des franches, nous n'avons pas un président fort, nous ne sommes pas dans un contexte démocratique où le président est élu avec de la légitimité, avec des institutions qui s'appuient sur lui et qui lui-même peut s'appuyer sur ces institutions quand il y a un risque de renversement qui soit anticonstitutionnel. Donc aujourd'hui, l'affaire de la gestion de la communication, comme par le passé, elle a toujours été faite par les services, ça ne changera pas. Par contre, ce qui est très difficile pour eux aujourd'hui, le cafouillage que l'on a vu la dernière fois, si c'en est un déjà, si ce n'est pas des balançantes qui sont envoyées à droite et à gauche, mais je pense qu'il n'y a pas d'objectif, parce que s'il y a un objectif, c'est leur conférer des capacités, des compétences qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, ils sont dépassés par la nouvelle technologie, la vitesse à laquelle les informations circulent sur les réseaux sociaux est un facteur de déstabilisation pour un régime qui ne peut pas être en phase avec le temps technologique et le temps médiatique d'aujourd'hui n'est plus celui d'il y a 10 ans ou de 20 ans. Donc, à mon avis, la grille de lecture de ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement des archaïsmes qui sont mis en évidence par des dysfonctionnements de cette nature.
Youssef Amar Hoxha, on parle effectivement de problématique de gérer la communication, alors peut-être pas d'une petite start-up, même si toutes les communications dans n'importe quel secteur d'activité ont leur ultime importance, mais là on parle d'un pays, d'un État, d'une présidence. Est-ce que, avec effectivement, alors là, il y a El Nahar El Bilad qui a annoncé les sorties du président algérien, mais on nous parlait de l'expulsion de cet ambassadeur. Parfois, il relève de hautes informations qui relèvent de la sécurité d'un pays. Quand on est dans l'incapacité de gérer sa communication avec tous ces rappels notamment, est-ce que il n'y a pas une réelle cacophonie, un réel dysfonctionnement au sein de la présidence qui aujourd'hui n'a pas les moyens ou la capacité réellement, à part des communiqués, de gérer sa communication, notamment en termes de sécurité? Plus grave que ça, c'est pas une cacophonie, c'est vraiment de la contradiction à chaque fois. Donc, vous avez évoqué l'affaire de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, qui était soi-disant arrêté de s'être rappelé à l'ordre pour affaire d'espionnage et en plus lié au État israélien. Donc tout ça d'un coup, et puis on a un contre-communiqué de la présidence qui a essayé de remettre de l'ordre, mais tout ça prouve que la lutte de la désinformation est au sommet de l'État, au sommet de l'État entre les clans. Comme je disais, donc depuis déjà plus d'un an que cette lutte de désintoxication. On peut schématiser ces clans, Youssef Amar Hoxha, on pourrait, pour les téléspectateurs qui nous regardent, on pourrait essayer, alors c'est toujours un peu, ça relève toujours un peu d'analyse, d'essayer de comprendre les choses, mais on sait qu'actuellement on a un chef d'état-major qui est très proche de son président. Alors il peut y avoir un retournement de situation pour cette présidentielle 2024. On se souvient un peu du scénario avec Ahmed Gaïd Salah et notamment Bouteflika à l'époque. Est-ce qu'on peut les visualiser, ces clans aujourd'hui qui génèrent un peu ce dysfonctionnement? Bien sûr que le Hirak avait démontré ces choses-là. Nous avons beaucoup de militants qui ont justement récupéré des dossiers importants de l'intérieur des services qui ont été discutés. C'est pour faire simple à nos compatriotes et ne pas tergiverser, c'est que actuellement il y a deux grands clans. Il y a un clan qui est pro-Shingriha, qui est appuyé sur l'influence russe dans les services LRB, et puis il y a un autre clan qui a l'appui en général des services français et qu'on connaissait depuis longtemps. C'est le clan Zar Toufiq qui revient en force avec ses pions placés au bon endroit. Djebbar Mhenna est bien placé. Il y a d'autres personnes qui sont placées. Donc c'est une partie d'échec qui est en train d'avancer petit à petit. Chacun place ses pions pour être prêt pour 2024. Soit pour proposer leur propre poulain ou continuer, parce que maintenant, quand on parle de M. Tebboune, c'est quand même une marionnette, c'est-à-dire que un jour on essaie de l'envoyer à Paris et un autre jour on l'envoie chez Poutine. C'est selon l'influence du moment. Donc récemment on avait la visite, comme je disais au début, la visite qui a été prévue de M. Tebboune à Paris a été avortée par les services et l'autre clan. Donc, moi je le dis clairement, c'est le clan Tebboune, c'est le clan Toufiq Nazar qui veut pas que M. Tebboune vienne chercher une sorte de soutien de la France pour les prochaines présidentielles. Et ça c'est capital ça a été tout le temps, donc c'est cette recherche d'appui et de la validation de Paris pour la présidence. Et donc là, on avait vu que Shingriha a pu réorienter ce monsieur
ce pauvre monsieur Tebboune, qui est, comme je disais, une marionnette entre deux clans, et il a pu l'orienter vers les bras de Poutine. Et maintenant, donc, la séparation, je dirais, la rupture entre monsieur Tebboune et Paris est consommée. Donc, c'est un point pour le clan de Tebboune-Chingliha, je dirais de Chingliha plutôt, donc le clan de l'influence russe. Cependant, la lutte est encore très intense au niveau de la communication, et on veut absolument ne pas empêcher Tebboune de se présenter pour un deuxième mandat le 22 février 2024. Merci, restez avec nous, Youssef Malhodja. Boukhalifa Ben Mammar, fuite, on parle de fuite d'informations, des informations qui, selon les niveaux, ont leur importance, mais ce qui compte aussi, c'est de maîtriser le fonctionnement de la présidence avec de très bons services, de très bons collaborateurs, des personnes de confiance. Pour être clair, on a tout de même un chef d'État qui essaye de démontrer maintenant, depuis qu'il est arrivé, que tout va dans le même sens, que les militaires, le chef d'état-major, la présidence, le gouvernement, tout ça, c'est main dans la main, mais on sent ici un réel dysfonctionnement, des fuites qui donc peuvent engendrer des conséquences assez importantes pour le fonctionnement de l'État. Tout simplement, d'où viennent ces fuites et à qui s'adresse ce communiqué? À qui s'adresse réellement ce rappel à l'ordre? Je ne pense pas qu'il soit tout simplement adressé aux médias. Est-ce qu'il n'y a pas un autre clan, d'autres personnes à qui on s'adresse ici et à qui donc? Moi personnellement, je pense qu'il est temps de sortir du paradigme des clans, puisque les entités sont quand même, elles ne sont pas complètement, elles sont polymorphes dans le sens où il y a eu quand on a débarqué le général Taoufik, quand on l'a débarqué, ça a complètement désorganisé les services depuis, puisqu'ils ont été fragmentés, donc une bonne partie de ce qui faisait l'ossature du DRS n'existe plus en tant que tel. Donc il y a eu une réorganisation des services, une bonne partie est sous l'égide de la CAT. Et donc ils ne sont plus aussi présents qu'avant. Et il y a aussi, par contre, il y a une nouvelle oligarchie. Et vous savez, pour schématiser un peu, le gros du conflit était plutôt à partir de début des années 2010, c'était entre ce qu'on pouvait qualifier de militaire et de service. Donc les services ont eu une capacité de nuisance énorme. Donc il y a eu un quadrillage de la société, du monde politique, de la vie politique, y compris des cadres de ce qu'on peut appeler l'État algérien. Chose que l'armée n'a pas faite. L'armée elle-même a été complètement quadrillée aussi par les services. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc aujourd'hui, il y a aussi une bataille autour de l'information, dans le sens où il y a de nouvelles technologies qui mettent en rude épreuve les vieux schémas, les vieux réflexes et les vieux fonctionnements d'une petite institution comme l'APS, il faut le dire. Technologiquement parlant, ils sont un peu dépassés. Ils ne peuvent pas apporter la moindre résistance face au flux incessant de l'information véhiculée. Ça, on le voit bien. D'ailleurs, quand on se rend au sein de l'APS et qu'on regarde le nombre de vues, c'est vrai que c'est malheureusement des dérisoires, ça se compte en petites dizaines, mais l'APS, c'est une chose. Mais quand je vous disais tout à l'heure, à qui s'adresse ce message, ce rappel à l'ordre, ce communiqué, encore une fois? Est-ce que c'est Abdelmadjid Tebboune qui tente de remettre, de recadrer certaines personnes d'un autre clan, d'autres partis qui tentent de le stabiliser? Comment vous voyez les choses? Vous savez, ce dont souffre le président Tebboune, en plus du problème de la légitimité, il souffre de la posture. Donc il doit chercher. Donc ses conseillers en images je pense que lui ont susurré dans l'oreille de travailler sa posture à travers des mots durs. Il ne faut pas oublier que depuis 3-4 semaines, nous avons eu droit d'abord à une attaque
en règle contre les services français, les services israéliens, donc tout cela, donc on a repris du réchauffé pour le faire, ça ne tient pas aussi. Donc on a vu, et eux-mêmes ont constaté que les Algériens n'ont pas mordu à l'hameçon. C'était un si gros poisson que ça ne pouvait pas passer, d'une part. Et puis il y a eu des cafouillages dans ce sens-là. Donc on a essayé de réchauffer les vieux clichés d'il y a 60 ans, 50 ans, 60 ans, le SDEC, le Mossad et tout ça, mais ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, je pense que c'est conseillé, ce n'est pas uniquement c'est conseillé en communication, mais surtout c'est conseillé en image. C'est-à-dire qu'il doit se donner une image de quelqu'un d'assez sévère et qui peut se montrer. Et puis l'objectif est clair, c'est de ramener ce personnage à se présenter aux élections qui arrivent de manière beaucoup moins fortuite, avec surtout cette posture. Vous savez. On va se donner rendez-vous d'ici quelques temps. Vous allez voir que cet homme-là, qui a exercé le pouvoir, enfin, je mets ça entre guillemets, puisque les centres de décision sont ailleurs, donc il nous sera présenté comme étant l'homme de la situation, qui a de l'expérience. On va essayer de gonfler. On va l'écouter justement ici, Abdelmajid Tebboune. Alors vous savez, et encore une fois on en parle avec nos invités, les Algériens et les Algériennes sont confrontés notamment à ce qu'on leur rabâche souvent un peu ces scénarios, ces raisons, le complot. Ici on nous parle de Hissaba, c'est le président algérien qui disait il y a quelques jours: on ne me laisse pas travailler, j'ai toujours cette bande, cette Hissaba qui est derrière moi. On l'écoute et on fait réagir nos invités. سنة 2021 عرفنا كثير من السابوتاج في هذه المحطة هذه. صحيح. كانت فيها عصابة مدفوعة من عصابة المال وغيرها بالتقريب يوميا يحاولوا يخربوا تزويد بالكهرباء، يحاولوا يخربوا هذا حذري. رغم أن في 21 كانت محاولات بضرب الأطباء وضرب هذه وزرع البلبلة وزرع كذا والسيولة المالية وكذا، يعني مجموعة من كانت داخلة فيها قطع المياه على المواطن، ولكن إن شاء الله تجاوزنا هذا. Youssef Amal Khodia, une réaction à tous les deux. On va commencer par vous. Effectivement, on a un président algérien qui est souvent soit dans l'espérance, dans les projets parfois sans éléments précis, parfois souvent dans les plaintes. On connaît un peu les dangers extérieurs, les ennemis extérieurs et les complots qui sont souvent évoqués. Mais là, on nous parle, le président algérien en tout cas, pour se justifier notamment, revient sur cette Hissaba, cette bande qui existe apparemment à l'intérieur du pays et qui génère un dysfonctionnement et puis surtout ne lui permettent pas d'avancer comme il le souhaite. En effet, il est en train bien sûr de jeter la responsabilité sur l'autre clan et il est tout à fait dans son rôle parce que... Elle existe cette Hissaba? Mais absolument. On a vécu quand même 4 ans avec le Hirak et surtout en 2019 quand le masque de civil de la dictature militaire est tombé. On avait vu un président soi-disant tout puissant, omnipuissant, qui venait signer sa démission en pyjama tard dans la nuit devant un général de l'armée. Donc voilà, donc le jeu depuis le 2 avril 2019 est maintenant limpide et clair pour toutes les Algériennes et Algériens. Ce qu'il y a maintenant, c'est que à nous, les militants politiques, d'analyser un peu plus et d'éviter le pire pour notre pays. Cette lutte au sommet de l'État risque de nuire aux intérêts premiers de la nation algérienne, notamment le fait que M. Tebboune est allé soutenir et quémander la protection de Poutine. Ça, c'est une erreur stratégique de premier plan. Donc, je voudrais pas vous choquer,
Mais est-ce que justement cette guerre des clans ne pourrait pas justement permettre au peuple d'avoir un peu plus de liberté, de choix, d'aisance? On sait aujourd'hui dans certains pays où parfois les deux clans se déchirent en haut et ça donne un peu plus de liberté au peuple, par exemple. Malheureusement, c'est que ça peut nuire aussi aux civils quand on voit ce qui s'est passé récemment après un processus soi-disant de transfert du pouvoir vers les civils avec un mix civil-militaire au Soudan. On voit bien que les clans finalement au lieu de se tirer, de se mettre les bâtons dans les roues, c'est le cas actuellement à Alger au niveau de la communication et des appuis vers les forces extérieures et puissances étrangères. Maintenant, c'est carrément une guerre civile qui prend en étau la population civile au Soudan. Donc, moi, je crains quand même pour notre pays que c'est fou du pouvoir totalitaire. Je parle des deux clans d'ailleurs, puisse mener le pays vers un affrontement violent. Donc quand je vois ça m'inquiète. Et bien sûr, en tant que citoyen algérien, ça m'inquiète. Et c'est pour ça qu'on les appelle à apaiser la situation, déjà pour avoir une troisième voie. Le troisième voie, c'est bien le Hirak. Et nous savons que le Hirak ne va pas, d'après les slogans du Hirak, ce ne sera pas quelque chose qui va rentrer dans la violence ou la vengeance. Donc ça sera la troisième voie qui va justement faire un arbitrage et d'aller sur une piste d'apaisement et un transfert pacifique des pouvoirs des uns vers les autres, c'est-à-dire vers les civils qui vont jouer un rôle d'arbitrage pour la construction d'une véritable république et tout en ménageant les intérêts des uns et des autres. Effectivement, Hirak, toujours aussi pacifiste, qui continue à tenter de jouer un rôle de médiateur, d'essayer de trouver notamment un consensus pour avancer pour le pays. Boukhalifa Ben Mammar, vous avez entendu aussi président algérien tout à l'heure qui évoque devant la presse, donc une presse reliée dans le monde entier, qu'à l'intérieur de son pays, à l'intérieur de sa puissance dont il parle, une puissance comme il peut l'évoquer avec son ami et son bras droit à l'heure actuelle, Saïd Chengreha, chef d'état-major, que ça se tient, mais il évoque tout de même une bande, une Hisaba qui le gêne à l'intérieur du pays. Là, il dit à la presse, donc au monde entier aussi, que y ait des fuites et que la sécurité donc est plutôt touchée. Comment vous analysez encore une fois c'est quoi, c'est un leitmotiv, c'est se cacher derrière de faux problèmes, s'il n'arrive pas à avancer, il est réellement saboté? Je pense que quand on fait un bilan de sa propre action en tant que responsable politique, il y a en général deux conclusions. Soit celle de l'autosatisfaction, où on se dit que tout va bien, on a tout fait, même mieux que les autres. Et je pense qu'à un moment donné, c'était le leitmotiv du président Tebboune. عندنا أحسن منظومة صحية عندنا ça veut dire à l'entendre nous ne souffrons d'aucun problème structurel. Donc nous avons la meilleure santé, nous avons les meilleurs hôpitaux, ce qui hormis le fait que lui-même est parti se faire soigner pendant plus de 3 mois à l'étranger. Donc il faudra qu'on nous explique le pourquoi du comment. Quand il met le fait de ne pas avoir de l'eau, des crises d'alimentation en eau potable, quand il les met sur des bandes qui essaient de déstabiliser la société, vous imaginez un peu le pompon. Donc je pense que en l'absence d'une certaine rigueur, une certaine morale et une certaine vision de la morale dans l'activité politique, quand on a échoué, il faut partir. Il faut partir, il n'y a pas de honte à dire je m'en vais, je n'ai pas eu les objectifs que je me suis fixé. Mais est-ce qu'il peut s'en aller demain? Est-ce que vraiment, à vous entendre, on entend les observateurs, les militants, les écrivains, les analystes, les responsables politiques aussi,
Est-ce que réellement des anciens responsables militaires aussi évoquent clairement que Abdelmadjid Tebboune aujourd'hui il est là, mais à la fois il est déstabilisé, il est fragilisé, il a des problèmes de sécurité. Est-ce que réellement il peut s'en aller demain ou est-ce qu'il est pris au piège? Donc, je ne voudrais pas surprendre avec mes questions. Est-ce qu'il est pris au piège de continuer ou est-ce qu'il a le libre choix de s'arrêter? Je pense que comme il est arrivé, donc tout le monde aura compris le sens de ma phrase. Il est arrivé par un chemin et donc c'est le même chemin qui lui servira pour partir. Hein. Donc il a été là par la force des événements qui l'ont complètement dépassé et je pense qu'il partira aussi par la force d'événements qui le dépasseront toujours. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Hein. Donc loin de moi l'idée de m'attaquer à la personne ou de faire douter de sa moralité. Là n'est pas le débat. Donc quand on fait une analyse sur le plan politique, je pense qu'il faut il faut avoir les pieds sur terre. Le contexte dans lequel il est arrivé pour prendre les fonctions du président d'État, donc tout le monde les connaît. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, sans être un fin observateur de ce qui se passe en Algérie, on comprendra très bien qu'il est très facile de préparer la succession du président Tebboune. En l'amenant à faire des déclarations quand il fait publiquement, ça veut dire qu'il est empêché d'arriver à exécuter ses projets, ses engagements, qu'il ne peut pas les tenir. Et puis on va nous sortir quelqu'un d'un autre chapeau. Enfin, on ne sait pas lequel peut-être, mais vous savez, c'est toujours le régime sur ce plan-là, il essaie toujours d'avoir une ou deux longueurs d'avance sur nous. Et malheureusement, la seule exigence qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est celle que la société puisse s'organiser librement et qu'elle puisse proposer une alternative et pas jouer le rôle d'arbitre. Aujourd'hui, le Hirak, il a été porteur d'une vision, d'un espoir, donc qui a montré une certaine voie, une certaine possibilité de s'organiser. Donc aujourd'hui, le fait que le régime empêche les Algériennes et les Algériens qui sont sur le territoire national de se rencontrer librement, de discuter librement, de donner libre cours à leur imagination et d'imaginer les contours ne serait-ce que d'une alternative politique, ça en dit non, parce que il est menacé dans les fondements qui sont les siens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le danger qui guette l'Algérie, c'est surtout une certaine forme d'aventurisme sans lendemain. Moi, j'invite beaucoup mes amis, mes camarades politiques à considérer que le plus grand pays qui a le plus grand nombre de kilomètres de frontières en Afrique du Nord, c'est l'Algérie, avec des voisins qui ne sont pas forcément nos alliés, ni nos amis, ni ne partageons pas grand-chose avec eux. Donc aujourd'hui, le danger proviendrait aussi de là. Mais si à l'intérieur, ressouder une nation, c'est autour des valeurs, autour d'un projet, il n'est pas défini. Le projet, on ne le décrète pas. Ce n'est pas un pouvoir politique qui décrète un projet qui va souder une nation. Qui depuis quelques années, j'attire juste votre attention aujourd'hui sur le fait que quand vous entendez sur les réseaux sociaux une personne qui a repris la place d'une ancienne députée qui a voué à toute l'hégémonie une région de l'Algérie, entre autres la Kabylie, quand vous entendez une Algérienne qui vous dit les berbères de Sian et que cela ne choque pas outre mesure quelques écrivains et plumitifs et journalistes, c'est quand même assez ahurissant. Donc quel est le projet, quelle est la nation dans laquelle on aspire à vivre? Merci infiniment, Boukhalifa Ben Mamal, d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous. Il nous reste encore quelques petites minutes on va terminer avec Youssef Amal Khoja. Donc on a effectivement une élection qui doit arriver normalement, un pays normalement a priori tout le monde, ça serait l'effervescence totale dans les médias, à l'Assemblée, des candidatures qui arriveraient et puis des critiques à tout bout de champ. En tout cas en Algérie pour l'instant c'est encore une fois la confusion, l'incohérence, mais le flou total. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire tout de même que au sein du pouvoir il y a une réelle fragilité
en termes de diplomatie avec ses soucis notamment de fuite par exemple, mais aussi à l'intérieur du pays pour les Algériens et les Algériennes qui se doivent demain et qui souhaitent demain être gouvernés, être présidés par un réel chef d'État, un réel gouvernement qui aspire à leur développement. Manifestement une fragilité à tous les niveaux. Donc, malgré, bien qu'il y a des rentrées, il y a eu des rentrées en devises grâce au prix du gaz et du pétrole, mais on n'a pas su. Donc, la lutte des clans a fait que le pays est paralysé. On n'a pas su, par exemple, justement investir dans des domaines aussi stratégiques que la santé, la sécurité et puis l'eau, bien sûr. Là, on rentre dans les grandes chaleurs comme aujourd'hui. Il a fait 46 degrés à Alger et ailleurs. Voilà, ce sont sur le plan économique, c'est déjà une grande fragilité. Le fait que plus de 20% du budget est alloué à l'armement, qui viendrait en majorité d'un pays qui est en grande difficulté à produire son propre armement, je parle bien de la Russie. Toutes ces difficultés qui se lient contre l'avenir de tous les Algériens et Algériennes, même c'est de l'avenir de ces clans-là. C'est pour ça que j'insiste sur 2 points. C'est qu'il faut qu'on aille vers un apaisement. La seule façon, d'ailleurs, si vraiment Monsieur Tebboune a une chance d'avoir un avenir peut-être politique et un avenir tout court en Algérie, c'est qu'il décide d'une poigne ferme de libérer tous les détenus d'opinion et politique sans exception. C'est là où on saura qui détient vraiment les rênes du pouvoir en Algérie. C'est de prendre des décisions historiques comme celle-ci. C'est de dire, voilà, à partir de demain, tous les détenus politiques et d'opinion, pas seulement du Hirak, seront libérés sur le champ. Et à partir de là, ça sera une main tendue de réconciliation et d'apaisement envers le peuple. Et au lieu d'aller chercher les appuis à l'ancienne puissance colonisatrice ou vers d'autres sphères de puissance étrangère, la seule vraie solution, c'est d'aller chercher un véritable appui vis-à-vis avec le peuple algérien. Donc voilà, c'est une prise de décision très importante qui va changer l'équilibre entre ces clans. Donc en résumé, pour vous, la réelle sécurité, l'avenir, la sécurité, c'est le peuple? La réelle sécurité, c'est d'aller vers un apaisement. Donc, comme je disais, donc la libération de tous les détenus de politique d'opinion, de laisser libre champ à l'expression de tous les Algériens et Algériens, avec bien sûr la presse. Et à ce moment-là, donc le pays va s'ouvrir. Il y aura on pourra préparer le terrain pour une constituante et aller vers cette marche pacifique qui prendra peut-être 2 ans, 3 ans, mais nous allons, à ce moment-là, on va changer de cap. Nous n'allons plus vers un cap, vers le mur, droit au mur, comme ces 2 clans sont en train de conduire l'Algérie, mais tout au contraire, nous allons changer de cap vers la construction d'une république démocratique où l'objectif... Un cap démocratique. Voilà, merci cher Youssef Amal Khodja d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité et merci donc à Boukhalifa Ben Mamal, militant politique et journaliste. Merci à l'équipe infiniment enregistrée, un peu complexe ce soir, mais j'espère que vous avez pu entendre nos invités. C'est le plus important. Dans un instant, l'édito de Jameldine Benchenouf et puis juste derrière El Omr et normalement c'est mon ami confrère Athman aux commandes. Bonne soirée à tous.